Avez-vous déjà remarqué à quel point un seul verre de vin peut métamorphoser une personne charmante et charismatique en un véritable monstre? Et si je vous disais qu'il ne s'agit pas d'un simple changement d'humeur, mais d'une mise en scène terrifiante où la dernière façade s'écroule? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'une des combinaisons les plus dangereuses et les plus toxiques de la psychologie humaine, le narcissique et l'alcool. Vous allez comprendre pourquoi un narcissique ivre n'est pas juste une personne en état d'ébriété, mais la version amplifiée et sans filtre de son moi le plus sombre. Restez avec nous jusqu'à la fin et je vous promets que vous ne verrez plus jamais de la même manière ceux qui, après quelques verres, se transforment en l'âme de la fête. Ce que vous allez découvrir pourrait non seulement vous surprendre, mais littéralement sauver votre santé mentale. Avant de commencer, faisons un rapide point sur la terminologie. Qui est un narcissique? Ce n'est pas qu'une simple personne égocentrique. Le trouble de la personnalité narcissique est une condition complexe, caractérisée par un manque total d'empathie, un sentiment grandiose d'importance personnelle et un besoin désespéré et insatiable d'admiration et de validation. À l'intérieur de cette personne, il y a un vide béant qu'elle tente désespérément de combler aux dépens des autres. Elle porte un masque d'idéalité méticuleusement construit pour dissimuler son insécurité profonde. Maintenant, ajoutez de l'alcool à ce cocktail. L'alcool est un dépresseur qui réduit le contrôle et affaiblit les mécanismes d'inhibition dans le cerveau. Pour une personne lambda, cela peut signifier une simple relaxation et une plus grande sociabilité. Mais pour le narcissique, l'alcool était la clé qui ouvre la cage de sa véritable nature. Il ne fait pas qu'enlever le stress, il retire le masque. La première chose que vous remarquerez, c'est ce qu'on appelle la phase de hyperséduction ou de hypercharme. Lorsque le narcissique prend un verre, il ne bascule pas immédiatement dans l'agressivité. Bien au contraire, son charisme semble être décuplé. Il devient l'âme de la fête, le plus spirituel, le conteur le plus fascinant. Ses histoires sont plus pétillantes, ses blagues plus drôles, et les compliments qu'il vous adresse sont encore plus doux et séduisants. Pourquoi un tel changement? L'alcool fait tomber ses barrières internes, mais attention, pas celles qui retiennent sa colère, mais celles qui musellent habituellement son moi grandiose. Il ne s'embarrasse plus des calculs subtils pour contrôler la manière dont il se présente. Il projette sur vous, sans filtre, l'image concentrée de son moi idéal, celle qu'il a si méticuleusement répétée à jeun. À ce moment précis, il fait le plein de carburant narcissique. Tous les regards sont braqués sur lui, tout le monde rit à ses blagues, tout le monde l'admire. Pour lui, c'est un véritable élixir. Imaginez un acteur qui revient sur scène pour les rappels, baigné par l'ovation du public. C'est exactement ce que ressent le narcissique après seulement quelques verres. Il lit l'adoration dans les yeux de son entourage, ce qui vient confirmer sa propre grandiosité. Cette phase est le piège le plus insidieux. Vous baissez votre garde en vous disant « Ah, le voici enfin, le vrai, joyeux et sincère ». Mais en réalité, vous n'observez pas sa véritable nature. Vous voyez simplement une version plus gonflée et moins maîtrisée de sa fausse façade. Ce n'est pas un moment de détente, c'est le lever de rideau du spectacle, la préface au chaos qui ne manquera pas de suivre. Vient ensuite la phase des fameuses montagnes russes émotionnelles pour l'entourage. Une fois que le narcissique est rassasié de l'admiration initiale, il s'ennuie. La simple adoration ne lui suffit plus. Il a besoin de drame, il lui faut une réaction. Et l'alcool lui fournit l'outil parfait pour cela. Il commence alors à jouer avec vos émotions, avec la virtuosité d'un chef d'orchestre. L'instant d'avant, il vous disait que vous étiez une personne formidable. Et la minute suivante, il peut lancer une remarque acerbe et sarcastique qui frappe exactement là où ça fait le plus mal. Ensuite, voyant votre confusion ou votre peine, il repasse immédiatement en mode séduction, vous accusant d'être trop sensible ou jurant que ce n'était qu'une blague. « Tu n'as pas le sens de l'humour ?» dit-il avec un sourire désarmant. Ces oscillations, du chaud au froid, de la louange à l'humiliation, provoquent chez vous un état de dissonance cognitive. Vous ne comprenez plus ce qui se passe ni comment réagir. Cela vous déstabilise complètement, vous rendant vulnérable et dépendant de son humeur. Le narcissique ivre s'enivre de ce pouvoir. Il observe les changements sur votre visage, vous voyant essayer de deviner sa prochaine manœuvre, et cela lui procure un plaisir immense. L'alcool gomme les limites de la décence et lui permet de mener ses expériences cruelles sur votre psychisme sans le moindre remords. C'est comme s'il testait jusqu'où il peut aller, à quel point il peut vous bousculer avant que vous ne craquiez. Et chacune de vos réactions émotionnelles, larmes, colère ou confusion, constitue pour lui une portion supplémentaire de carburant narcissique. La troisième étape, c'est l'escalade de la mégalomanie jusqu'à des proportions totalement absurdes. Si, à jeun, le narcissique se contente de se sentir supérieur aux autres, une fois sous, il se prend carrément pour un dieu. L'alcool désactive son sens critique et gonfle son ego aux dimensions de l'univers.
Il se met à fanfaronner sur ses réalisations, réelles ou inventées, les exagérant des centaines de fois. Il peut affirmer qu'il est le meilleur spécialiste dans son domaine, que sans lui, l'entreprise ferait faillite, ou qu'il dirigerait le pays mieux que n'importe quel président. Toute tentative de mettre ses paroles en doute ou d'avancer un contre-argument sera accueillie avec une rage folle. Il ne se contente pas de raconter sa vie, il prêche, tel un prophète. Ses monologues deviennent interminables et péremptoires. Il peut se mettre à donner des leçons à tout le monde, distribuer des conseils non sollicités et critiquer la vie des autres depuis sa position de autorité incontestable. À ce stade, il croit absolument et sincèrement en sa propre exception. L'alcool crée dans son esprit une illusion de toute puissance. Imaginez quelqu'un qui se regarde dans un miroir déformant qui le rend énorme et invincible et qui prend ce reflet tordu pour la pure vérité. C'est exactement ce qui se passe avec le narcissique. Il perd tout contact avec la réalité. Il peut promettre monts et merveilles et raconter des plans grandioses qu'il n'exécutera jamais. Cette mégalomanie éméchée n'est pas un simple acte de vantardise inoffensif. C'est sa manière d'asseoir sa domination sur toutes les personnes présentes et de se prouver encore une fois qu'il est, lui, le centre de l'univers. L'étape suivante, c'est l'anéantissement total de l'empathie. Même à jeun, les narcissiques ont, pour le moins, de sérieuses difficultés avec la compassion. Ils peuvent simuler l'empathie si ça les arrange, mais ils sont incapables de ressentir sincèrement la douleur d'autrui. L'alcool, lui, calcine même ces misérables résidus de simulation. Sous son effet, le narcissique devient totalement hermétique aux sentiments des autres. Votre souffrance, vos larmes, vos suppliques pour qu'il s'arrête, tout cela n'est pour lui que du bruit de fond. Pire encore, cela peut l'irriter. Pourquoi ? Parce qu'à cet instant, vous déplacez l'attention qui devrait être braquée sur lui vers vous-même. Vos jérémiades l'empêchent de savourer sa propre grandeur. Il pourrait vous lancer sans détour « Arrête de gâcher ma soirée » ou « Ne sois pas si pénible ». Il observera votre détresse avec une indifférence glaciale, voire du mépris. Il se moque éperdument du fait que ses paroles ou ses actes vous blessent. Il n'établit aucune relation de cause à effet entre son comportement et vos émotions. Dans son univers éméché, vous n'existez que comme un objet qui doit soit lui procurer du plaisir, soit ne pas l'importuner. Toute tentative d'éveiller sa conscience est vouée à l'échec. C'est comme essayer d'expliquer la théorie de la relativité à un caillou. L'alcool débranche la partie du cerveau responsable des interactions sociales et de la compréhension des émotions, et chez le narcissique, cette zone tourne déjà au ralenti. Au final, vous vous retrouvez seul face à un individu pour qui vous n'êtes rien de plus qu'un meuble qui se met soudain à faire des bruits agaçants. La 5e phase marque le début d'une chasse active au bouc émissaire. Lorsque l'euphorie de la grandeur commence à s'estomper et que la réalité perce doucement le brouillard alcoolique, le narcissique ressent un profond malaise. Son critique intérieur, celui qu'il a tant essayé de noyer dans l'alcool, refait surface. Et pour ne pas avoir à faire face à sa propre insignifiance, le narcissique fait ce qu'il sait faire de mieux, projeter toutes ses émotions négatives sur autrui. Il lui faut d'urgence un coupable. Et ce coupable, ce sera très probablement vous ou n'importe quelle personne se trouvant à portée. Il va commencer à s'accrocher aux moindres détails. Un regard, une parole, une intonation, la moindre broutille devient un prétexte à l'explosion. Il vous accusera de tous les péchés capitaux, de ne pas le comprendre, de ne pas l'apprécier, de le provoquer. « C'est toi qui m'as poussé à bout ». C'est la phrase classique du narcissique alcoolisé. Il cherche littéralement un exutoire pour déverser la noirceur qu'il a accumulée. Ce processus est comparable à un volcan qui cherche le point le plus faible de la croûte terrestre pour entrer en éruption. Et vous devenez ce point faible. Le narcissique choisit inconsciemment l'opposant le plus sûr pour lui, celui qui dépend émotionnellement de lui et qui ne pourra pas lui offrir de résistance farouche. Il n'aura jamais ce comportement face à son patron ou à quiconque pourrait représenter une menace réelle pour lui. Il vous choisira précisément car il sait que vous allez tolérer et encaisser. Et dans cette accusation, il est d'une sincérité absolue. Dans sa logique éméchée et déformée, c'est bien vous qui êtes la source de tous ces problèmes. Nous abordons maintenant la phase de l'agression verbale et des humiliations pures et simples. Une fois son bouc émissaire trouvé, le narcissique lâche les chiens. L'alcool lui délie la langue et c'est un torrent d'injures, de critiques acerbes et de remarques humiliantes qui s'échappent de sa bouche. Il ressassera toutes vos erreurs passées, qu'elles soient réelles ou imaginaires. Il frappera vos points sensibles, vos complexes et les peurs que vous lui avez confiées un jour par imprudence. Ses mots sont précis et venimeux, comme une piqûre de vipère. Il usera de sarcasme, de raillerie, allant jusqu'à l'imitation moqueuse pour vous présenter sous le jour le plus méprisable. L'objectif de ce déferlement verbal n'est pas simplement d'exprimer son mécontentement, mais d'anéantir votre estime de vous-même, de vous écraser moralement. Il a besoin de se sentir fort et supérieur face à votre abaissement. Chaque grimace de douleur, chaque larme est un signe de jouissance pour lui, la confirmation de son emprise et de son pouvoir.
À jeun, il peut masquer sa cruauté sous le voile de la critique constructive ou de la sollicitude. Mais, en état d'ébriété, il ne prend plus la peine de faire semblant. Il dit ce qu'il pense réellement. Tout le venin, tout le mépris qu'il a accumulé envers vous et le monde entier trouve enfin son exutoire. Imaginez que vous ouvrez une bouche d'égout. C'est le genre de flux de conscience qui se déverse sur vous. Le pire, c'est que le lendemain, il pourra prétendre qu'il plaisantait ou qu'il n'était pas lui-même, mais ces mots, ces coups cruels et précis portés à votre âme resteront gravés en vous pour toujours. La 7e étape marque le basculement vers la jalousie irrationnelle et la paranoïa. L'alcool, on le sait, déforme la perception. Mais chez le narcissique, déjà naturellement porté sur la suspicion et le contrôle, cette distorsion atteint des proportions absolument monstrueuses. Il commence à voir des menaces et des trahisons là où il n'y en a absolument aucune. Votre regard fortuit sur quelqu'un d'autre, un sourire adressé à un serveur, un simple message sur votre téléphone. Tout cela devient dans son esprit embrumé par l'alcool la preuve irréfutable de votre infidélité. Il va commencer des interrogatoires musclés, exiger de voir votre téléphone, vous accuser de choses que vous n'avez jamais commises. Sa logique devient totalement paranoïaque. La moindre de vos tentatives de justification ne fera que jeter de l'huile sur le feu. Si vous niez, c'est que vous rusez et que vous mentez. Si vous gardez le silence, c'est que vous n'avez rien à dire pour votre défense. C'est un cercle vicieux dont il est impossible de s'extraire. Cette jalousie nourrie par l'ivresse n'est pas alimentée par l'amour ou la peur de vous perdre. Elle est alimentée par sa peur panique d'être humilié, trompé, d'être pris pour un idiot. L'idée que vous puissiez lui préférer quelqu'un d'autre est insupportable pour son « moi » grandiose. Il préfère donc lancer une attaque préventive en vous accusant et en vous humiliant le premier. Il crée une réalité imaginaire dans laquelle vous êtes le traître et lui, la victime abusée. Cela lui permet non seulement de décharger son agressivité, mais aussi d'obtenir de l'autocompassion, se renforçant ainsi dans son rôle de martyr. Il se délecte de ce drame qu'il a lui-même mis en scène. Vient ensuite l'étape de la confession éméchée, qui n'est en réalité rien d'autre qu'une manipulation perverse et calculée. À un certain moment, après la tempête d'agressivité et de jalousie, le narcissique va changer radicalement de tactique. Il va commencer à s'ouvrir à vous, les larmes aux yeux, il va vous raconter son enfance difficile, vous expliquer à quel point personne ne le comprend et révéler, soi-disant, sa vraie nature, terriblement sensible et seule. Il vous affirmera que vous êtes la seule personne capable de le sauver, que sans vous, il est perdu. C'est un levier psychologique extrêmement puissant, conçu pour cibler directement votre empathie et votre pitié. Vous vous dites « Ah, le voici, le vrai lui ». Ce n'est pas un monstre, c'est juste une âme blessée, malheureuse. L'alcool lui a délié la langue, il se montre enfin vulnérable. Mais c'est un piège de plus. Certes, il y a peut-être une part de vérité dans ce qu'il dit, mais elle est présentée au moment le plus opportun pour lui. Il instrumentalise sa prétendue vulnérabilité comme une arme pour vous désarmer et vous faire oublier les humiliations que vous venez de subir. Il décharge sur vous la responsabilité totale de son état émotionnel. Vous n'êtes plus la victime de son agressivité, mais le sauveur, celui dont dépend son équilibre. Cette confession alcoolisée n'est pas un cri d'alarme. C'est une technique pour reprendre le contrôle et vous attacher plus étroitement par la culpabilité et le devoir. C'est sa manière de dire « Si je me comporte si mal, c'est parce que je souffre. Et si je souffre, c'est parce que tu ne me soutiens pas et que tu ne m'aimes pas assez. » Et comme par magie, vous vous sentez de nouveau coupable. La 9e étape est celle de l'autodestruction mise en scène. Si la confession sous l'emprise de l'alcool n'a pas eu l'effet escompté, le narcissique passe à des mesures plus radicales. Il adopte alors un comportement ouvertement autodestructeur, s'assurant que vous en soyez le témoin direct. Il se met à boire encore plus, mélange les alcools et ressasse que tout est défini, ou que sa vie n'a plus aucun sens. Il multiplie les prises de risques. Vitesse excessive au volant, provocation de disputes ou de bagarres, actes totalement insensés. Toute cette mise en scène n'est rien d'autre que du chantage pur. C'est un message silencieux qui vous est destiné. Regarde où tu m'as mené, si un malheur m'arrive, ce sera sur ta conscience. Il instrumentalise son corps et sa propre existence pour vous manipuler. Il sait qu'une personne normale et empathique ne peut pas assister passivement à l'autodestruction d'autrui. Vous allez forcément essayer de l'arrêter, de le raisonner, de le calmer, et c'est là qu'il obtient exactement ce qu'il cherchait. Votre attention inconditionnelle et le contrôle total de la situation. Vous vous évertuez de nouveau autour de lui, oubliant tout de vous et de vos propres besoins. Il redevient le centre de l'univers. C'est un jeu cruel où il met en jeu sa propre vie et sa santé, mais uniquement pour s'assurer de sa domination sur vous. Il n'a aucune intention de s'anéantir réellement. Il joue simplement ce rôle pour siphonner chez vous un maximum de ressources émotionnelles.
Une fois que le spectacle touche à sa fin, c'est la phase de la torpeur éthylique ou du sommeil qui s'installe. Le narcisse, après avoir pompé toute votre énergie et épuisé la situation, se déconnecte purement et simplement. Il peut s'endormir là où il est, en plein milieu d'une conversation, que ce soit dans un fauteuil ou même le sol. Pour vous, cela pourrait ressembler à un moment de répit. Enfin le silence, enfin ce cauchemar est terminé, mais c'est un faux semblant de calme. Pendant qu'il dort, vous restez seul face aux conséquences désastreuses de son ouragan émotionnel. Vous êtes brisé, vidé, humilié. Vous repassez en boucle ces mots cruels, cherchant désespérément à comprendre ce que vous avez pu faire de mal. Vous éprouvez un mélange d'amertume, de colère, de pitié et même de culpabilité. Il se peut même que vous commenciez à ranger le désordre qu'il a créé, comme pour tenter de remettre symboliquement de l'ordre dans votre propre esprit. Alors qu'il dort paisiblement, récupérant pour le prochain acte, vous digérez le traumatisme subi. Son sommeil n'est pas une trêve, c'est une pause technique dans la pièce. Il est simplement en train de recharger ses batteries. Il ne pense pas à vous, il ne ressent aucun remords. Son cerveau, intoxiqué par l'alcool et gorgé de satisfaction narcissique, est tout simplement au repos. Et vous restez éveillé à ramasser les morceaux de votre estime de vous-même. Ce contraste saisissant entre son sommeil béat et vos tourments intérieurs est l'une des facettes les plus cruelles et révélatrices de ce type de relation. La 11e étape est celle de l'amnésie matinale. Le lendemain matin, le narcissique se réveille comme si de rien n'était. Lorsque vous tentez d'aborder la conversation de la veille, le cœur serré, vous vous heurtez à l'une des 3 réactions typiques. La première, et la plus fréquente, c'est le déni total. Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Ça ne s'est jamais produit. Tu inventes tout. Il vous regardera avec un air si sincèrement interloqué que vous commencerez vous-même à douter de votre propre santé mentale. C'est le gaslighting classique dans sa forme la plus effrontée. La deuxième réaction est la minimisation. Allez, j'avais juste bu un verre et je plaisantais. Tu n'as vraiment aucun sens de l'humour. Il essaie de vous faire passer pour l'hystérique qui fait toute une montagne d'un rien. Il ramène votre souffrance au niveau d'un incident insignifiant. La troisième réaction, c'est le fameux « je ne me souviens de rien ». J'étais trop saoul, je ne me rappelle pas. Si j'ai dit quelque chose, ce n'était pas méchant. C'est une position très confortable. Cela lui permet d'esquiver toute responsabilité tout en s'excusant en quelque sorte sans jamais présenter de réelles excuses. Cette amnésie est, dans la majorité des cas, un mensonge éhonté. Il se souvient parfaitement de tout. Mais admettre cela reviendrait à reconnaître ses torts, son côté sombre, et pour un narcissique, c'est une mort symbolique. Il va donc nier la réalité jusqu'au bout, vous poussant à vous sentir folle. Cette étape est l'une des plus destructrices, car non seulement elle rend toute résolution de conflit impossible, mais elle ébranle aussi profondément votre confiance en votre propre perception de la réalité. Vient ensuite l'étape du rejet de la faute. Lorsque le déni n'est plus possible, face à des témoins ou des preuves irréfutables, le narcissique dégaine son plan B. Il admet que quelque chose s'est passé, mais la faute, bien sûr, vous incombe entièrement. Oui, j'ai haussé le ton, mais c'est toi qui m'as poussé à bout. Tu n'as fait que me rabâcher des choses toute la soirée. Ou encore, je me suis saoulé parce que j'ai trop de stress au travail et toi, tu ne me soutiens absolument pas à la maison. Il construit une chaîne logique complexe, au terme de laquelle vous devenez la cause première de son comportement exécrable. Il se pose en victime des circonstances et fait de vous le grand méchant de l'histoire. Il ne dira jamais en aucune circonstance « j'ai eu tort, je me suis comporté comme un salaud, pardonne-moi ». Au lieu de ça, il va vous forcer à vous excuser pour l'avoir poussé à agir ainsi. Et le pire dans tout ça, c'est que, bien souvent, ça marche. Après cette tempête émotionnelle, vous êtes tellement épuisé qu'il vous est plus simple d'accepter et d'endosser la faute juste pour que tout s'arrête le plus vite possible. Vous vous mettez à vous dire « est-ce que, finalement, je n'ai pas été trop dur, peut-être que j'aurais dû me taire ?» Et d'un coup, vous n'êtes plus la victime de l'abus, mais son complice. Le narcissique inverse les rôles avec brio et au final, vous restez avec le sentiment de culpabilité pour ses propres actes. C'est la manipulation à son paroxysme. La 13e étape est une courte phase de lune de miel. Une fois qu'il a réussi à vous faire endosser la responsabilité et que vous vous êtes peut-être même excusé, le narcissique peut réactiver son mode charme. Il vous voit abattu et confus et comprend qu'il doit un peu dorer la pilule pour vous empêcher de partir. C'est là que commence la période de ce qu'on appelle le bombardement amoureux. Il peut vous offrir des fleurs, vous faire un cadeau coûteux et vous dire à quel point il vous aime et craint de vous perdre. Il jurera que cela n'arrivera plus jamais. Il vous entourera de soins et d'attention, créant l'illusion d'une relation idéale. Quel est le but de cette manœuvre ? Premièrement, vous retenir. Il voit qu'il a dépassé les bornes et craint de perdre sa précieuse réserve narcissique. Deuxièmement, ancrer dans votre esprit l'idée que les bons moments priment sur les mauvais. Votre psychisme, en quête désespérée de stabilité, s'accroche alors à ces miettes de bonté. Vous commencez à vous dire « après tout, il peut être quelqu'un de bien ».
Hier, ce n'était qu'une mauvaise journée. Cette courte lune de miel n'est pas un signe de repentance. C'est une manipulation consciente visant à remettre les compteurs à zéro pour relancer le cycle de la violence. Il ne vous donne que juste assez de chaleur pour que vous restiez, et pas un gramme de plus. C'est comme donner juste de quoi nourrir un animal pour qu'il ne s'échappe pas de sa cage. La 14e étape révèle l'abus financier, sournoisement masqué par l'alcool. L'alcool, c'est un coût, et souvent une somme considérable. Le narcissique, surtout lorsqu'il est en état d'ébriété, est enclin aux dépenses impulsives et aux gestes grandioses. Il peut payer des tournées générales au bar, acheter des objets chers mais complètement inutiles, ou faire des largesses pour impressionner la galerie. Il dépense sans compter pour flatter son ego, pour afficher son statut et sa supposée générosité. Le problème, c'est qu'il s'agit très probablement de votre argent, ou du compte commun. Le lendemain matin, lorsque vous découvrez un compte bancaire vidé, il ressort la même tactique. J'étais ivre, je ne savais pas ce que je faisais. Il pourrait même aller jusqu'à vous reprocher de ne pas l'avoir arrêté. Non seulement il crée des difficultés financières pour le foyer, mais en plus, il échappe à toute responsabilité. L'alcool devient pour lui l'excuse parfaite pour justifier son comportement irresponsable. De plus, il peut utiliser l'argent comme un véritable outil de contrôle. Par exemple, après une dispute alcoolisée, il peut vous priver d'accès aux fonds en guise de punition. Ou, à l'inverse, après une phase de lune de miel, il peut vous couvrir de cadeaux pour acheter votre pardon. Quoi qu'il en soit, l'alcool lui donne carte blanche pour les manipulations financières, et c'est vous qui devez en assumer les conséquences. La 15e étape, c'est la destruction de vos liens sociaux. Le narcissique ivre est une véritable catastrophe sociale. Il est capable d'insulter vos amis, d'humilier votre famille, de provoquer des scandales en public. Même s'il ne le fait pas toujours intentionnellement, le résultat est le même. Les gens commencent à vous éviter. Vos amis cessent de vous inviter chez eux car ils refusent d'assister à un énième spectacle humiliant. Vos proches vous regardent avec pitié et désapprobation. Peu à peu, un vide se crée autour de vous. Vous vous retrouvez isolé, seul, face à ce narcissique. C'est exactement ce qu'il recherche, même inconsciemment. Moins vous avez de contacts sociaux, moins vous avez de soutien extérieur, plus il est facile de vous contrôler. L'alcool est son allié fidèle dans cette entreprise. Il pourra toujours s'excuser après coup. « Pardon, j'étais ivre, je ne voulais pas blesser ton ami. » Mais l'ami est déjà blessé et le mal est fait. Systématiquement, verre après verre, crise après crise, il vous coupe du monde extérieur. Et lorsque vous vous retrouvez complètement seul, sans amis et sans soutien, vous devenez totalement dépendante de lui. Il devient votre seule fenêtre sur le monde, votre unique interlocuteur. Et c'est alors que son emprise sur vous devient absolue. La 16e étape, c'est la perte de mémoire. Mais attention, pas la sienne, la vôtre. Le cycle infernal, dispute-réconciliation, le gaslighting constant et le déni de réalité, tout cela finit par miner votre propre capacité à vous souvenir. Votre mémoire commence à vous faire défaut. Vous vous embrouillez dans les événements, impossible de vous rappeler exactement ce qu'il a dit, quand cela s'est passé ou comment les choses ont démarré. Votre cerveau, pour se protéger du traumatisme, se met à refouler ou à déformer ses souvenirs. Le narcissique, lui, y contribue activement. Sa phrase favorite, « Tu te souviens mal, ce n'était pas ça du tout, en réalité, il s'est passé ça ». Et sa version le place toujours sous son meilleur jour. Petit à petit, vous cessez de faire confiance à votre mémoire et à votre propre perception. Vous vous reposez uniquement sur son interprétation des faits. C'est un état extrêmement dangereux, car vous perdez vos repères, vous coupez le lien avec la réalité. Vous avez l'impression de vivre dans un brouillard où sa voix est le seul point de référence. Les épisodes d'alcoolémie aggravent cette situation. Ils sont toujours chaotiques et chargés émotionnellement, ce qui rend leur mémorisation encore plus difficile. Il utilise ce chaos pour réécrire l'histoire à son avantage et vous, épuisé et désorienté, vous l'y aidez involontairement. Pourquoi ? Simplement parce que vous n'êtes plus en mesure de distinguer le vrai du faux. La 17e étape, c'est la manifestation de sa mythomanie. En état d'ébriété, le narcissique ment avec encore plus de virtuosité et sans aucune retenue qu'à jeun. L'alcool fait tomber les dernières barrières morales. Il peut inventer des histoires complètes sur son passé, ses relations ou ses prétendus succès. Il peut vous mentir droit dans les yeux sur où il était et ce qu'il faisait, même si vous connaissez la vérité de manière absolue. Ces mensonges n'ont souvent aucun but pratique. Il ment juste pour le plaisir du processus, pour créer une réalité alternative où il est le héros. Il peut raconter la même fable à différentes personnes sans se soucier le moins du monde d'être pris en flagrant délit d'incohérence. Si vous tentez de le confondre, il fera soit semblant que vous avez mal interprété ses propos, soit il déversera sur vous sa fureur vous accusant de manque de confiance. Le mensonge du narcissique ivre n'est pas qu'une simple tromperie, c'est une manière de construire le monde. Il crée un univers où il est à l'aise, où il est grand et irréprochable, et il exige que vous viviez vous aussi dans cet univers fantasmé. Toute tentative de le ramener à la réalité est perçue par lui comme une agression. Par conséquent,
Débattre avec un narcissique ivre et menteur est une activité absolument vaine et épuisante. La 18e étape, c'est l'incarnation de la victime. Malgré son agressivité et sa cruauté habituelle, le narcissique, une fois ivre, adore endosser le rôle du martyr. Il va se lamenter sur l'injustice de son existence, sur le fait que personne ne le valorise et qu'il est constamment exploité. Il vous détaillera à quel point son fardeau est lourd, se posant en génie totalement incompris. Pour ses échecs, il peut rejeter la faute sur le premier venu, son chef, le gouvernement, la météo exécrable et évidemment vous. Cette position de victime est extrêmement avantageuse. Premièrement, elle le décharge de toute responsabilité dans sa vie. Ce n'est pas lui qui est responsable de ses problèmes, c'est le monde entier qui est ligué contre lui. Deuxièmement, elle génère chez son entourage un sentiment de culpabilité et un irrésistible besoin de lui venir en aide. Il manipule votre pitié avec maestria. En écoutant ces jérémiades éméchées, vous pouvez momentanément oublier que c'est ce même pauvre malheureux qui vous couvrait d'injures il y a à peine une demi-heure. L'alcool aide à rendre ce rôle plus crédible, y injectant des notes d'un désespoir qui paraît sincère. Il peut même se mettre à pleurer, mais ce ne sont que des larmes de crocodile. Ces larmes ne proviennent pas d'une véritable souffrance, mais de l'auto-apitoiement et de la rage contre un monde qui refuse obstinément de reconnaître sa grandeur. Ce jeu de victime n'est qu'un moyen supplémentaire d'obtenir une ressource narcissique, prenant cette fois la forme de la compassion. La 19e étape marque l'entrée dans un comportement dangereux et particulièrement risqué. L'alcool, combiné au besoin narcissique de sensations fortes et à l'impératif de démontrer sa supériorité, donne un mélange explosif. Ivre, le narcissique s'engage dans des actes qui mettent en péril non seulement sa propre vie, mais aussi celle de son entourage. L'exemple le plus courant reste la conduite en état d'ivresse. Il est absolument convaincu que rien ne peut lui arriver, persuadé qu'il est spécial et qu'il maîtrise parfaitement la situation. Toute tentative de l'arrêter sera perçue comme une insulte personnelle à sa compétence, voire à son talent. Il peut chercher la bagarre avec des gens manifestement plus forts que lui, simplement pour prouver son courage. Il est capable de se lancer dans des aventures financières douteuses, misant jusqu'à son dernier centime. Ce comportement dépasse la simple bravade d'ivrogne. C'est une quête d'adrénaline et d'admiration. Il veut que les autres le regardent et se disent qu'il est audacieux, qu'il prend des risques insensés. Il joue avec la mort pour se sentir vivant et tout-puissant. Les conséquences possibles, que ce soit pour lui ou pour vous, lui sont absolument indifférentes. Votre anxiété et votre peur pour lui peuvent même lui procurer du plaisir, car c'est une preuve supplémentaire de son importance capitale dans votre vie. La 20e étape, l'ignorance totale des règles et des normes sociales. Même sobre, le narcissique estime que les règles sont faites pour les autres, pas pour lui. L'alcool, quant à lui, atrophie complètement son sens déjà fragile de la responsabilité sociale. En état d'ivresse, son comportement devient totalement inapproprié. Il peut crier fort en public, insulter des inconnus ou enfreindre la loi. Il n'a absolument aucune notion du fait que son comportement puisse déranger ou être jugé inacceptable par autrui. Il se sent comme le centre de l'univers, à qui tout est au permis. Si quelqu'un tente de lui faire une remarque, il explose de sainte colère. « Mais tu sais qui je suis, moi ?» C'est sa réaction typique. Il ne comprend sincèrement pas pourquoi il devrait se conformer à ces règles stupides établies pour la masse anonyme. Ce sentiment de toute-puissance peut entraîner de très fâcheuses conséquences, allant des amendes administratives aux poursuites pénales. Mais même cela ne l'arrête pas. Dans sa perception du monde sous l'emprise de l'alcool, tout problème résultant de son comportement n'est pas de sa faute, mais celle de ceux qui n'ont pas fait preuve de compréhension, ou qui chipotaient pour des broutilles. Il trouvera toujours un moyen de s'en sortir et d'accuser les autres. La 21e étape concerne la manipulation sexuelle. L'alcool est fréquemment utilisé par le narcissique comme un outil pour forcer l'intimité ou comme une justification pour ses infidélités. En état d'ivresse, il peut devenir particulièrement insistant, ignorant vos refus et votre réticence. Il peut faire pression sur votre sens du devoir, exercer un chantage émotionnel ou vous accuser de froideur. Pour lui, la sexualité n'est pas une expression d'amour ou de connexion intime, mais une manière d'affirmer son autorité et d'obtenir une satisfaction purement physique. Votre consentement ou votre désir ne l'intéresse absolument pas. D'un autre côté, l'alcool lui sert de parfait alibi en cas de tromperie. « J'étais sous, je ne me contrôlais plus, ça ne veut rien dire », c'est le répertoire standard des phrases post-tromperie. Il instrumentalise l'état d'ivresse pour se décharger de toute responsabilité pour sa trahison. De cette façon, il obtient à la fois du plaisir à l'extérieur et la possibilité de maintenir sa relation avec vous en rejetant la faute sur le démon de la bouteille. Il peut même chercher à provoquer votre jalousie en flirtant ouvertement avec d'autres devant vous, juste pour obtenir une dose supplémentaire d'attention et se sentir désirable. L'alcool lui donne carte blanche pour toutes sortes de manipulations sexuelles, transformant l'intimité en un nouveau champ de bataille pour le pouvoir et le contrôle.
Le 22e stade, ce sont les accès soudains de sentimentalité. Au milieu de ces excès, entre les accès de colère et l'auto-admiration, le narcissique peut soudainement se montrer extrêmement sentimental. Il peut se mettre à écouter de la musique triste, à évoquer le bon vieux temps et à insister sur le fait que tout allait tellement mieux avant. Il va même dénicher de vieilles photos et raconter des anecdotes, les yeux embués de larmes. De prime abord, cela pourrait passer pour une démonstration de sentiments profonds. Mais en vérité, ce n'est qu'une nouvelle manifestation de son auto-admiration. Il se délecte, non pas des souvenirs eux-mêmes, mais de la figure qu'il incarnait à cette époque. Il s'admire, jeune, plein de succès et heureux. Ce n'est pas la nostalgie du passé, mais celle de son moi grandiose qu'il était alors. Cette sentimentalité peut aussi être dirigée vers vous. Il peut se souvenir du début de votre relation, vous disant à quel point il vous aimait à cette période. L'objectif de cette manipulation est clair, vous faire oublier sa conduite actuelle et vous rappeler les moments où il se montrait parfait. C'est une façon de dire « Regarde, je n'ai pas toujours été ainsi, je peux être différent. Patientons et peut-être que tout reviendra à la normale. » C'est une autre méthode pour vous maintenir sous son emprise, jouant sur vos souvenirs heureux et votre espoir d'un avenir meilleur. La 23e étape est celle de l'hubris intellectuelle. Le narcissique sous l'effet de l'alcool se considère non seulement comme le plus beau et le plus performant, mais aussi comme le plus intelligent de la planète. Il se lancera dans des joutes verbales sur n'importe quel sujet, de la politique à la physique quantique, étalant ce qu'il croit être ses connaissances les plus profondes. Il s'exprimera avec des phrases alambiquées et pédantes, citera des classiques, souvent à contresens, et se mettra à sermonner son auditoire. Toute divergence d'opinion sera immédiatement perçue comme la preuve flagrante de votre stupidité. Il ne tente pas d'engager un dialogue, il donne un cours magistral. Votre opinion l'indiffère profondément, ce qui compte, c'est de confirmer sa supériorité intellectuelle. Il vous coupera la parole sans cesse, ridiculisera vos arguments et ira jusqu'à l'attaque personnelle. L'objectif de cette performance est d'humilier l'interlocuteur pour mieux s'élever à ses dépens. L'alcool lui confère une assurance inébranlable dans sa propre vérité, même s'il raconte des énormités. Il est totalement incapable d'autocritique et ne peut concevoir l'idée d'avoir tort sur quoi que ce soit. Tenter de débattre avec lui dans cet état, c'est comme jouer aux échecs contre un pigeon. Il va renverser toutes les pièces, chier sur l'échiquier et s'envoler en racontant à tout le monde qu'il vous a mis échec et mat. La 24e étape, c'est l'art de créer le chaos et la dramaturgie. Le narcissique se nourrit des émotions fortes et l'alcool l'aide à les générer sans aucune limite. Si la soirée est trop calme ou trop paisible, il s'ennuie profondément. Il lui faut une secousse, du drame, un conflit, et il le provoquera à partir de rien. Il peut monter une dispute entre deux personnes, puis s'asseoir et observer avec délectation le déroulement de l'événement. Il peut révéler, par accident, le secret de quelqu'un juste pour semer la discorde. Il peut faire une déclaration fracassante pour choquer l'assistance. Il est le metteur en scène et l'acteur principal de ce théâtre du chaos. Plus il y a de cris, de larmes, de règlements de compte autour de lui, plus il se sent vivant. Il se retrouve au cœur de la tempête qu'il a lui-même créée, et cela lui procure un sentiment de contrôle et de toute puissance. L'alcool l'aide à lever toutes les inhibitions sociales, lui permettant d'agir de la manière la plus destructrice possible. Il est comme un enfant qui casse ses jouets pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sauf qu'ici, les jouets sont les destins et les relations humaines. Il ne pense pas aux conséquences. Seul le processus l'intéresse, le spectacle en lui-même, dont il tient le rôle principal. La 25e étape marque une distorsion complète de la réalité. Sous l'effet de l'alcool et de la psychologie narcissique, le monde mental du narcissique subit des transformations spectaculaires. Il vit dans son propre univers où les faits n'ont absolument aucune importance. Il s'obstinera à défendre bec et ongle des mensonges flagrants, car dans sa réalité, ce sont des vérités établies. Il se souviendra des événements uniquement de la manière qu'il arrange. Par exemple, s'il vous a insulté, sa mémoire retiendra « Je lui ai donné une leçon essentielle ». S'il a perdu de l'argent, il s'en souviendra comme suit. J'ai failli décrocher le jackpot, j'ai juste manqué de chance. Il se forge une version confortable de la réalité et la défend farouchement contre toute intrusion. L'alcool agit comme un puissant catalyseur, rendant les frontières entre la fiction et la réalité encore plus poreuses. Tenter de lui prouver quoi que ce soit en faisant appel aux faits est parfaitement inutile. Il ne vous écoutera tout simplement pas. Il vit de l'autre côté du miroir et vous ne pourrez jamais l'en sortir. La seule chose que vous puissiez faire est de l'empêcher de vous entraîner dans ce miroir déformant en gardant une foi inébranlable dans votre propre perception de la réalité. La 26e phase, c'est le recours au singe volant. C'est ainsi que l'on nomme, en psychologie, les personnes que le narcissique instrumentalise en les montant contre sa victime pour arriver à ses fins. Sous l'emprise de l'alcool, cette tactique devient particulièrement ignoble. Le narcissique peut alors se mettre à appeler des amis communs ou des membres de votre famille pour se plaindre de vous.
Il leur racontera une version totalement déformée des faits, se posant en victime innocente et vous faisant passer pour un monstre. Tu te rends compte, elle m'a encore fait une crise pour rien. Je suis tellement épuisé, je ne sais plus quoi faire. Il dira cela avec une telle mine affligée que les gens, ignorant toute la vérité, commenceront naturellement à le plaindre. Résultat, le lendemain, votre mère ou votre meilleur ami pourrait vous appeler et vous dire « Mais pourquoi tu lui fais tant de mal ?» Il t'aime, sois juste un peu plus douce avec lui. De cette façon, le narcissique non seulement échappe à toute responsabilité, mais il vous prive aussi de tout soutien, montant votre propre entourage contre vous. Vous vous retrouvez totalement isolé, pointé du doigt de toutes parts. L'alcool l'aide à être plus convaincant dans son rôle de victime, conférant à ses paroles un surplus de drame et une sincérité perçue. C'est une tactique lâche et cruelle qui détruit non seulement votre relation avec lui, mais aussi celle que vous entretenez avec d'autres personnes qui vous sont chères. La 27e étape, l'agression physique ou la menace d'y recourir. Il est crucial de comprendre que tous les narcissiques ne recourent pas à la violence physique, mais l'alcool augmente considérablement ce risque. Une fois qu'il a perdu le contrôle et épuisé toutes les méthodes de domination verbale, le narcissique peut franchir la ligne rouge. Cela peut commencer par des gestes menaçants. Il frappe la table du poing, jette un objet contre le mur ou fait un mouvement agressif. Il agit ainsi pour vous terrifier, pour vous montrer jusqu'où il est capable d'aller. Il teste vos limites. Si vous avez peur et reculez, il comprend que cette tactique est efficace. Dans certains cas, cela peut dégénérer en violence physique directe. L'alcool fait sauter les derniers verrous et la rage qui bouillonne en lui trouve son exutoire dans la force physique. Après coup, il utilisera le même arsenal d'excuses. « J'étais ivre, je n'avais plus le contrôle, tu m'as provoqué, ça n'arrivera plus. » Mais cela se reproduira et la situation risque de s'aggraver à chaque fois. Toute manifestation d'agression physique, même la plus minime, est un énorme signal d'alarme qu'il est impératif de ne pas ignorer. L'alcool n'est pas une excuse pour la violence. Il ne fait que révéler le vrai visage d'une personne qui n'a plus aucune retenue. 28e étape, la douche froide de la lucidité et l'apparition d'un nouveau masque. Quand les effets de l'alcool se dissipent complètement et que le narcissique est confronté aux conséquences de son comportement, vos larmes, les relations abîmées, les problèmes financiers, il peut ressentir une forme de peur, mais seulement pour un court instant. Ce n'est pas du remords, mais bien la peur panique de perdre le contrôle de la situation et, surtout, de perdre sa source de ressources. À ce moment précis, il enfile le masque du pécheur repenti. Il se fera discret, se montrera plus que jamais conciliant, voire effacé. Il se mettra à aider à la maison, à prodiguer des compliments, il sera d'une politesse et d'une attention exagérée, il s'emploiera à vous prouver qu'il a tout compris et qu'il est sur la voie de la rédemption. Il pourrait même cesser de boire temporairement afin de démontrer la sincérité de ses intentions. C'est la période la plus trompeuse de tout le cycle. Vous revoyez la personne dont vous êtes tombée amoureuse et votre espoir renaît avec une force renouvelée. Vous vous dites « Ça y est, il a enfin compris, maintenant ça va changer ». Mais attention, ce n'est pas un changement de personnalité, c'est uniquement un changement de tactique. Il joue un rôle pour endormir votre vigilance, pour vous amener à vous détendre et à lui accorder votre pardon. Dès qu'il sentira que le danger est écarté et que vous êtes de nouveau sous son emprise, tout redeviendra comme avant. 29e étape, la normalisation et l'ancrage du cycle. Après plusieurs répétitions du cycle, ivresse, agression, remords, lune de miel, une chose terrible se produit dans la relation, la normalisation. Ce qui vous paraissait au départ sauvage et inacceptable devient peu à peu une partie banale, habituelle de votre quotidien. Vous savez déjà à quoi vous attendre de la part du narcissique ivre. Vous apprenez à ne pas le provoquer, à marcher sur des œufs, à anticiper ses humeurs. Vous vous habituez à ses insultes, à ses mensonges, à ses manipulations. Votre seuil de tolérance baisse de plus en plus. Vous commencez à vous réjouir, non pas d'être bien traité, mais simplement de l'absence de maltraitance. Les périodes d'accalmie entre ces beuveries vous semblent être un véritable bonheur, ce cycle devient une sorte de drogue pour vous. Ces montagnes russes émotionnelles créent une dépendance. Vous ne vous imaginez plus vivre sans ce drame, sans ces hauts et ces bas, le psychisme s'adapte même aux conditions les plus terribles et vous vous retrouvez piégé dans la codépendance. Vous pouvez commencer à justifier son comportement devant les autres et devant vous-même. Il n'est pas méchant, il est juste malade. Quand il est sobre, il est complètement différent. Cette normalisation est le fondement le plus solide des relations toxiques, et il peut être incroyablement difficile d'en sortir sans aide extérieure. Et enfin, la 30e et ultime étape, la destruction totale de votre identité. Une relation prolongée avec un narcissique alcoolique ne reste pas sans conséquences. Peu à peu, goutte à goutte, il empoisonne votre âme. Votre estime de vous chute à zéro. Vous commencez à croire que vous êtes vraiment insignifiante, stupide, laide, toutes ces choses qu'il vous a balancées dans son délire éthylique. Vous perdez vos passions, vos amis, vos rêves, toute votre vie se met à tourner autour de lui.
de son humeur, de ses problèmes. Vous vivez dans un état constant d'anxiété et de stress, ce qui mine votre santé physique et mentale. Vous pouvez souffrir de dépression, de crise de panique ou de troubles psychosomatiques. Vous vous perdez. Vous vous regardez dans le miroir et vous ne reconnaissez plus la femme joyeuse et sûre d'elle que vous étiez autrefois. À sa place, vous voyez une créature épuisée, apeurée, les yeux éteints. C'est le but ultime du narcissique, même si c'est inconscient de sa part. Il est incapable de se remplir lui-même. Il doit donc vous vider de votre substance. L'alcool ne fait qu'accélérer ce processus, le rendant plus rapide et plus cruel. Il agit comme un solvant qui aide le narcissique à effacer votre identité pour y peindre son propre portrait hideux. Quel est le bilan de tout ça ? L'alcool ne change pas le narcissique. Il ne transforme pas quelqu'un de bien en une mauvaise personne, il lui arrache simplement le masque et révèle sa véritable nature. Un visage dénué d'empathie, rempli de mépris et assoiffé de pouvoir. Le narcissique ivre est la version la plus concentrée, la plus brute de lui-même. Chacune de ces 30 étapes n'est pas un accident isolé, mais une progression inéluctable dans le cycle de l'abus émotionnel. Un cycle qui se répète sans cesse, détruisant tout sur son passage. La conclusion essentielle à retenir est celle-ci. Vous ne pouvez pas le réparer, le sauver ou le comprendre. Votre amour ne le guérira pas. L'alcool n'est pas la cause de son comportement, il n'en est qu'un catalyseur. La véritable raison réside dans son trouble de la personnalité. Votre seule mission est de vous sauver vous-même, pas lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo difficile jusqu'au bout. Si vous vous êtes reconnu dans ces descriptions, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il existe une porte de sortie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche. Dans les commentaires, dites-nous si vous avez déjà été confronté à ce type de comportement. Selon vous, quel est le danger principal de la combinaison narcissisme et alcool ?